lumières étranges qui brillent dans le ciel. Une masse métallique inquiétante suspendue au-dessus de la mer. Des boules de feu illuminant la nuit. Un faisceau de lumière qui semble jaillir d'un étrange vaisseau volant. Des objets qui sortent de l'atmosphère terrestre à une vitesse incroyable. Comment expliquer ces phénomènes étranges? Parce qu'on ne peut les voir en entier que du ciel, les anciens dessins de Nazca au Pérou sont-ils d'origine extraterrestre? Ces dessins découverts dans une caverne préhistorique représentent-ils des créatures revêtues de combinaisons spatiales? La géométrie des temples mayas montre-t-elle le chemin vers les étoiles? Des visiteurs d'un autre monde ont-ils sculpté les immenses statues qui dominent l'île de Pâques? Scientifiques et sceptiques récusent ces théories. Elles exercent pourtant un attrait irrésistible sur l'imagination du public. Au Moyen-Âge, les habitants de Nuremberg ont vu des lumières étranges dans le ciel. Et la première photo d'un ovni, un objet volant non identifié, a été prise au Mexique il y a plus de 100 ans. Mais c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que les technologies font un véritable bond en avant, que les apparitions d'ovnis se multiplient. Les forces déchaînées par le conflit auraient-elles attiré l'attention d'observateurs venus de l'espace? Le 25 février 1942, les habitants de Los Angeles sont encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbor. Les forces américaines se préparent à repousser une invasion japonaise. Mais c'est peut-être un autre type d'invasion qui est en train de se préparer sur la côte ouest des États-Unis. Cette photo retouchée montre des projecteurs entourant un étrange objet volant au-dessus de Culver City. Le chef d'état-major de l'armée américaine, le général Marshall, est informé de cette apparition et il en fait part à son tour au président Roosevelt. Plus tard, pendant la guerre, des bombardiers américains rencontrent des lumières étranges qui traversent leurs escadrons alors qu'ils survolent le territoire ennemi. S'agit-il d'une arme secrète allemande ou de lumières d'origine extraterrestre? En 1945, le lancement d'une bombe atomique sur le Japon marque le début d'une nouvelle ère. L'arme nucléaire promet une puissance sans limite, mais aussi une destruction totale. Tandis que de nouveaux rapports de force se dessinent à l'échelle mondiale, les témoignages sur d'étranges apparitions continuent. Le terme soucoupe volante est employé pour la première fois en 1947 par le pilote civil Kenneth Arnold qui prétend avoir rencontré un escadron d'objets volants en forme de disque près du mont Rainier. Ces soucoupes volantes auraient dépassé son petit avion à une vitesse de 2000 km/h. Partout, on voit des ovnis. En juillet, l'équipage d'un DC-3 de l'aviation civile, en route vers Seattle, affirme avoir croisé un autre vol de soucoupe volante. Inquiet du nombre d'ovnis vus par des témoins dignes de foi, le gouvernement américain demande au lieutenant Nathan Twining de faire une étude, d'abord classée secret d'État. Nathan Twining conclut que le phénomène observé est réel et non pas visionnaire ou imaginaire. Le sentiment d'un danger imminent est conforté par la mort mystérieuse du capitaine Thomas Mentel en janvier 1948 alors qu'il effectuait un vol à haute altitude. D'après ses messages radio, il poursuivait un objet énorme en forme de disque. Les débris de son avion ont été retrouvés éparpillés sur une surface de presque 2 km par la campagne du Kentucky. De nombreux ovnis sont également observés du sol. Ce film amateur a été tourné dans le Montana en 1950 et aucune analyse n'a permis à ce jour d'en tirer des conclusions. Y a-t-il 2 ovnis ou s'agit-il du soleil qui se reflète sur le fuselage de 2 avions juste avant leur atterrissage? C'est en juillet 1952 que l'Amérique connaît sa plus grande peur des ovnis. Pendant 24 heures, des soucoupes volantes jouent au chat et à la souris avec les avions de chasse de l'aviation américaine.
Leur progression est enregistrée sur des écrans radars qui estiment leur vitesse à plus de 1600 km/h. Des dizaines de témoins observent la scène qui se passe au-dessus du Capitole, comme dans un film de science-fiction. Inévitablement, des faux font leur apparition. Mais cette photo d'une soucoupe volante, prise dans l'Oregon en 1950, n'a jamais été élucidée de manière satisfaisante. 1953. La base militaire de Luke, en Arizona, est un camp d'entraînement pour les pilotes de l'armée américaine. Un pilote de Thunderjet prend en chasse un ovni et réussit à le filmer à 9000 mètres d'altitude. En novembre de la même année, un autre pilote de chasse américain disparaît alors qu'il poursuivait un ovni repéré par un radar. Ces événements sont consignés dans le rapport du projet Blue Book, créé par le Pentagone en 1951 pour analyser l'activité des ovnis. Ce rapport enregistrera plus de 12 600 apparitions d'ovnis entre 1951 et 1969. Les comptes rendus de ces témoignages peuvent aujourd'hui être consultés aux archives nationales américaines à Washington. Le projet Blue Book est une opération de relations publiques. Une unité plus secrète, l'unité étude des phénomènes interplanétaires de l'armée américaine, a été créée par le général Douglas MacArthur en 1945. Ces rapports n'ont jamais été rendus publics. Au début des années 50, des pilotes de l'armée de l'air britannique ont également déclaré avoir rencontré des ovnis. Cet officier affirme en avoir vu un lors d'un vol d'entraînement dans le sud de l'Angleterre. Lorsqu'il était au-dessus de moi, il semblait voler à une vitesse fantastique. J'ai eu l'impression de voir un objet rond, d'une forme très distincte, avec une lumière très intense tout autour de sa périphérie. En 1958, l'équipage d'un bateau brésilien en mission dans l'océan Atlantique remarque cet objet étrange. L'un des hommes le photographe et il prend ses clichés de l'objet, volant au milieu des nuages avant de disparaître brusquement à une vitesse incroyable. En janvier 1976, un cinéaste filme le Concorde britannique alors qu'il vole à une vitesse subsonique. Soudain, il observe un événement curieux. Une boule d'argent semble glisser le long de l'avion, puis rebondir pour le frôler sur toute sa longueur avant de disparaître. Revoilà la scène au ralenti. La compagnie British Airways déclare qu'il s'agit d'une poussière sur l'objectif de la caméra. Des équipages d'avions de ligne ont raconté avoir vu des centaines d'ovnis. En novembre 1986, un Boeing 747 d'une compagnie japonaise est suivi par un énorme ovni de forme ovale qui, selon les témoins, était 2 fois plus grand qu'un porte-avions. En 1962, le général MacArthur lançait cet avertissement aux cadets de l'académie militaire de West Point. Vous allez devoir affronter un monde nouveau. La conquête de l'espace marque le début d'un conflit entre la race humaine unifiée et les forces maléfiques d'une autre galaxie. Le premier voyage sur la Lune suscite d'étranges rumeurs. On raconte que les astronautes auraient rencontré de nombreux voyageurs extraterrestres lors de l'alunissage. À l'intérieur du module lunaire, l'astronaute Buzz Aldrin met en route la caméra pour filmer l'approche de la surface lunaire. Voilà ce que la caméra a filmé. Des engins extraterrestres étaient-ils en train d'observer le module lunaire?
Un magazine de science-fiction japonais s'empare de l'événement, si tant est qu'il y en ait un, et grâce à un trucage photo, affirme qu'il s'agit d'une attaque d'extraterrestres. L'histoire se répand comme une traînée de poudre, mais il s'avérera que les ovnis n'étaient qu'une simple réflexion des lumières à l'intérieur du module lunaire. La navette spatiale donne elle aussi naissance à de nombreuses histoires d'extraterrestres. La navette Discovery, en orbite à 560 km de la Terre, filme plusieurs objets qui semblent sortir de l'atmosphère à une vitesse phénoménale. En 1985, Ronald Reagan, qui prétend avoir vu un ovni alors qu'il voyageait en avion, laisse entendre à Mikhaïl Gorbatchev que leur tâche serait bien plus facile si une menace d'une autre espèce venue d'une autre planète débarquait soudain. Si on en croit l'astronome amateur George Adamski, les rencontres avec des extraterrestres ont toujours existé. George Adamski prétend que cette photo, prise en 1950, représente un vaisseau spatial en provenance de Vénus et dont il a souvent rencontré les occupants. Une autre photo de George Adamski montre un vaisseau en forme de cigare d'où semblent décoller d'autres vaisseaux de reconnaissance. Les photos de George Adamski et ses rencontres avec des extraterrestres humanoïdes alimentent l'imagination des ufologues. Mais sa crédibilité apparaît pour le moins contestable lorsqu'il annonce être allé sur la Lune et y avoir trouvé des forêts et des animaux. Il affirme aussi avoir rencontré des envoyés de Mars et de Saturne dans des motels de Los Angeles. En 1967, Stephen Michalak fournit la preuve physique d'une rencontre avec un extraterrestre. Il dit avoir été brûlé en s'approchant d'un ovni qui aurait atterri près du lac Falcon au Canada. Un jet d'air chaud du vaisseau aurait laissé sur son estomac cette trace semblable à un pot d'échappement. En novembre 1975, en Arizona, un garde forestier, Travis Walton, se trouve confronté à un mystérieux vaisseau qui semble flotter immobile au-dessus d'une clairière. Il restait immobile, juste en dessous du sommet des arbres, et il mesurait environ 6 mètres de diamètre. Il émettait un bruit métallique très bizarre, et je m'attendais à ce qu'il s'en aille à tout instant. Et pendant que je courais vers la clairière, je ne pensais qu'à m'approcher pour voir cette chose de près. Mais soudain, j'ai décidé de m'enfuir. Et au moment où j'ai pris mes jambes à mon cou, j'ai senti un choc étourdissant. Et j'ai perdu connaissance. Travis Walton déclare s'être réveillé à l'intérieur du vaisseau, où des extraterrestres humanoïdes se seraient livrés à des expériences médicales sur lui. Plus tard, il accepte de passer à 2 reprises au détecteur de mensonges pour prouver la véracité de son histoire. Les résultats ne sont pas concluants. Travis Walton ment-il ou souffre-t-il d'un traumatisme qui aurait déclenché l'illusion d'un enlèvement par des extraterrestres? Par une froide nuit de novembre, en 1976, Madame Bowles et Monsieur Pratt rentrent chez eux après un séjour à Winchester, dans le sud de l'Angleterre. Ils remarquent une brillante lumière orange, observée également par d'autres personnes ce soir-là. C'est alors que leur voiture tombe en panne. On roulait à moins de 40 km/h. On avait parcouru environ 70 mètres quand la voiture est devenue folle. Elle a fait un bond vers la droite alors que le moteur s'emballait. On a fini sur le talus d'herbe, large d'environ 15 mètres. C'est à ce moment-là qu'on a vu une sorte de cigare qui semblait voler, immobile en face de nous. À l'intérieur, il y avait 3 silhouettes. Oui, il y avait comme un cockpit. La cabine était à l'avant de cette espèce de cigare et elle était allumée. Mais pas trop. On pouvait regarder cette lumière sans être aveuglé. Il semblait suspendu en l'air. Il n'y avait pas de gaz ni de vapeur.
Et soudain, j'ai vu l'une des silhouettes sortir de l'engin et s'avancer vers moi. Alors qu'il s'avançait vers moi, j'ai entendu un sifflement, Je n'ai rien entendu. comme le sifflement d'une bouilloire. Il avait une combinaison avec un col roulé et une couture sur le côté droit. Il est arrivé près de ma fenêtre et il a posé son bras sur le toit de la voiture. Et il a regardé à l'intérieur. Il était très grand, environ 1,90 m, et il avait des yeux roses, perçants. La plus célèbre rencontre avec des extraterrestres a eu lieu en juillet 1947, dans le désert du Nouveau-Mexique. Un fermier découvre les débris de ce qui semble être un vaisseau spatial. Les fragments métalliques, apparemment indestructibles, ne ressemblent à aucune matière connue sur la Terre. Des militaires de la base voisine de Roswell interdisent l'accès à la zone et un communiqué officiel annonce qu'une soucoupe volante a été récupérée. Puis, l'armée de l'air revient sur cette déclaration et affirme qu'il s'agissait d'une sonde météorologique. Pendant de nombreuses années, des rumeurs ont circulé au sujet de 3 vaisseaux extraterrestres qui se seraient écrasés dans la région autour de Roswell. 2 corps auraient été récupérés. En 1995, ces rumeurs semblent confirmées lors de la diffusion d'un film en 8 mm qui montre l'autopsie des 2 cadavres extraterrestres. Les sceptiques considèrent ce film comme un chef-d'œuvre des effets spéciaux. Notre Soleil, avec les planètes qui l'entourent, n'est qu'une étoile parmi les millions d'étoiles de notre galaxie. Il y en a autant dans d'autres galaxies. Des planètes ont pu se former et qui sait, des formes de vie s'y sont peut-être développées. Mais pour l'instant, ce ne sont que des suppositions. Les personnes qui prétendent avoir vu des ovnis les ont décrits de diverses manières. Un vaisseau en forme de cigare. Ou un disque brillant avec des lumières clignotantes. Mais leur apparition dans notre ciel peut souvent être expliquée par les lois de la physique. Ce film spectaculaire a été tourné par un touriste en vacances dans les Rocheuses. On a prouvé par la suite qu'il ne s'agissait pas d'un ovni, mais d'un météore, de la taille d'une maison. Cette lumière brillante, au-dessus d'une banlieue américaine, n'est pas un vaisseau extraterrestre, mais la planète Vénus. Vénus a souvent été confondue avec des ovnis, même par des astronautes expérimentés, comme l'explique James Oberg, un ingénieur de la NASA. Pendant un vol spatial, Michael Collins a vu Vénus arriver vers lui alors que le soleil se levait. Il a cru que c'était le satellite cible et il a demandé au contrôleur au sol si le satellite s'était déplacé. Ils ont fini par s'apercevoir que c'était Vénus. Il y a même eu un cas avant la vague d'observation d'OVNI où un cheminot a fait reculer son train parce qu'il avait vu Vénus devant lui et qu'il pensait qu'il s'agissait d'un autre train en sens inverse. Vénus est souvent confondue avec autre chose et par des gens qui ne sont ni sourds ni aveugles, mais simplement humains. Certaines apparitions d'ovnis peuvent être expliquées par un phénomène géologique qui a été mis à jour en effectuant des études sur les failles de la croûte terrestre. Cette expérience en laboratoire consiste à écraser un morceau de granit jusqu'à ce qu'il se brise. En explosant, le granit libère une fréquence radio, mais ce n'est pas tout. Filmé dans le noir et au ralenti, l'explosion du granit libère également des éclats de plasma brillants. Ce sont des gaz chauds, ionisés, portés par la fréquence radio. Ces éclats sont minuscules en laboratoire, mais seraient très spectaculaires le long de la faille de San Andreas, en Californie.
Des sondes météorologiques ont été confondues avec des ovnis. L'armée de l'air américaine a avancé cette explication pour Roswell. Il s'agissait peut-être des débris du projet Mogul, un projet ultra secret qui consistait à utiliser des sondes de haute altitude comme dispositif de protection militaire. D'étranges et terrifiantes lumières qui apparaissent dans le ciel ont souvent une explication terrestre. Ceci n'est pas une soucoupe volante, mais un avion décoré de lumière qui, si on le place dans le bon angle, forme un message publicitaire. Et voici une soucoupe volante construite par des hommes en 1950. Elle a peu de chances d'atteindre Alpha du Centaure. Cependant, d'autres machines secrètes ont pu être confondues avec des ovnis. Depuis quelques années, de nombreux observateurs ont cru voir un ovni lors des essais de cet avion furtif. Sa ligne profilée pour échapper au radar a facilement pu être confondue avec un ovni. Le pouvoir de suggestion suffit parfois. En Angleterre, dans les années 70, la chose de Warminster a déclenché une véritable fièvre. Un objet volant avait été photographié près d'une grande base militaire dans l'ouest du pays. Et les ufologues étaient convaincus que c'était vraiment un ovni. En fait, ce n'était qu'un canular mis au point par le gouvernement britannique. Un fonctionnaire l'explique. We let the hoax run for some 2.5 years. Nous avons mis au point ce trucage afin de contrôler les activités des ufologues. Pendant 2 ans, nous avons surveillé tous leurs magazines. Beaucoup d'articles ont été écrits et de nombreuses personnes tentèrent d'analyser les photos. Mais ce qu'il faut bien savoir à propos de ces photos, c'est que 5 erreurs avaient été délibérément introduites afin que n'importe quel observateur un peu critique soit capable de voir qu'il s'agissait de faux. C'étaient des photos truquées. Le trucage est particulièrement flagrant lorsqu'on observe l'éclairage de la rue. La distance entre les lumières change d'une photo à l'autre. En fait, les photos ont été prises à des moments différents. On procédait ensuite à un montage avec l'OVNI en surimpression. Les ufologues n'ont pas remis en cause ce film, qui n'était pourtant qu'un canular. Mais qu'en est-il de ces objets filmés en 1978 par l'équipage d'un avion de commerce en Nouvelle-Zélande ? De nombreux objets volants ont été filmés, et pour beaucoup, leur présence n'a jamais pu être élucidée. L'un de ces ovnis a été capturé sur l'écran d'un radar. Il semblerait que le ciel nocturne recèle encore de nombreux mystères. La loi des statistiques tend à prouver que l'existence des ovnis est plus qu'improbable. Si tous les incidents étaient réels, alors des dizaines de milliers de vaisseaux extraterrestres viendraient chaque année observer la Terre. Certaines personnes sont convaincues que si quelque chose s'est effectivement passé à Roswell, les extraterrestres sont restés aux États-Unis, au bon soin de l'armée américaine. Il n'existe toutefois aucune preuve physique de l'existence de ces ovnis. Certes, les témoignages sur des rencontres de troisième type ou des enlèvements extraterrestres ne manquent pas. Mais ce ne sont pas des preuves tangibles. Les ovnis ne sont-ils que la projection moderne des démons qui hantent les hommes depuis la nuit des temps? Les gouvernements gardent-ils des secrets qu'ils ne veulent pas divulguer?
Loch Ness, aux eaux sombres et mystérieuses, est le plus grand lac d'eau douce de Grande-Bretagne. Creusé par les glaciers il y a des milliers d'années, il mesure 37 km de long pour environ 2 km de large. À certains endroits, il fait plus de 300 mètres de profondeur. Le lac se trouve entre Fort Augustus et Inverness, à l'extrémité nord du Great Glen, la grande faille qui traverse les Highlands et qui modèle des paysages grandioses. Sur sa rive nord s'élèvent les remparts en ruine du château d'Urquhart, empreint de mystère et de romantisme. L'eau miroite sous les rayons du soleil. Mais sous la surface, les eaux glacées sont noires de la tourbe des collines environnantes. En dessous de 15 mètres de profondeur, règne une obscurité totale, que même les lumières d'un sous-marin ne peuvent transpercer. L'antre idéale pour un monstre solitaire tapi au fond du lac depuis la nuit des temps. Depuis le Moyen-Âge, on raconte que des sirènes et autres créatures aquatiques peuplent les eaux du lac. Au VIe siècle, Saint Colomban, un missionnaire irlandais envoyé en Écosse, se serait retrouvé face à un animal monstrueux qui l'aurait expédié tout droit en enfer. Au XVIIIe siècle, la construction d'une route militaire sur les bords du lac aurait tiré 2 créatures cauchemardesques de leur sommeil. Au siècle suivant, on mentionne des animaux ressemblant à des salamandres géantes. La plupart des habitants de la région ont toujours été convaincus que le Loch Ness abritait un être étrange. 2 routes suivent les rives du lac. Au sud, la route militaire du général Wades, construite au XVIIIe siècle. Au nord, une autre route qui borde le château d'Urquhart reliant Fort Augustus à Inverness. En mars 1933, John Mackay et sa femme, gérant d'un hôtel à Drumnadrochit, rentrent d'Inverness en voiture par la route du Nord. Mrs. Mackay aperçoit soudain une énorme masse noire qui ondule dans l'eau. Au moment où elle commence à se remettre de ses émotions, elle voit 2 bosses noires qui se déplacent sur le lac, montant et descendant, avant de s'enfoncer au milieu d'une grande gerbe d'eau. En novembre de la même année, un certain Hugh Gray prend la première photographie du soi-disant monstre. Le 6 décembre, elle paraît en première page d'un journal, le Daily Sketch. Son rival, le Daily Mail, réagit aussitôt et envoie Montague Weatherall, un chasseur de fauves, pour traquer cet animal mystérieux. Weatherall et son caméraman arpentent les rives du lac. Très vite, notre intrépide chasseur découvre une série d'empreintes intrigantes. Il est prêt à mettre sa main au feu qu'elles sont authentiques. Les empreintes sont envoyées à Londres sous étroite surveillance. Le Mail entretient la fascination du public pour le monstre du Loch Ness, que tous surnomment désormais Nessie. En y regardant de plus près, on découvre que les empreintes mystérieuses de Weatherall ont été faites par les pattes d'un hippopotame empaillé. Au printemps 1934, une nouvelle photo est publiée. L'auteur est un gynécologue, Robert Kenneth Wilson. Elle paraît dans le Daily Mail du 21 avril avec la légende « La photographie du chirurgien ». Parmi toute la série de clichés pris par Wilson, celui-ci est devenu un classique. Quant à Wilson, il n'a jamais prétendu avoir photographié Nessie, mais simplement un objet qui se déplaçait sur le lac. Les scientifiques se montrent très réservés sur le sujet, mais beaucoup de gens sont disposés à croire un homme du cru, comme le garde-pêche Alex Campbell, qui a rencontré Nessie à maintes reprises. C'était il y a longtemps, plusieurs années. J'avais embarqué un policier avec moi dans le bateau. Il y avait des vols de moutons à l'époque, et avec la police, on travaillait main dans la main. J'avais donc pris l'agent John Fraser avec moi, un type très bien. Et on ramait tranquillement pour aller à l'autre bout du lac, où il y avait une bergerie. Et à mi-chemin, en traversant le lac,
On a entendu de l'eau gicler. Il était plus de minuit, il faisait sombre. Alors John, enfin l'agent Fraser, a fait « Dieu du ciel, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je lui ai dit « T'en fais pas, c'est la bête. » Et on l'a écouté respirer. Comme ça. C'est le bruit qu'elle faisait. Vraiment bizarre. Et lentement, elle a disparu. Je veux dire qu'elle s'est enfoncée dans l'eau. On entendait le bruit et puis tout est redevenu calme. C'était superbe. À peu près à la même époque, Richard Synge est lui aussi témoin d'un spectacle inhabituel. Eh bien, c'était en août 1934. J'étais à l'hôtel à Fort Augustus avec mes parents et mes sœurs. J'étais en train de me raser en regardant par la fenêtre. C'était une belle matinée, sans vent, l'eau était lisse comme un miroir, quand j'ai vu une bosse noire. Dans cette lumière, elle avait l'air noire en tout cas. Elle faisait au plus 1 mètre de long et dépassait d'une trentaine de centimètres au-dessus de l'eau, à environ 500 mètres de l'hôtel. J'ai appelé les autres et tandis qu'on regardait, elle a commencé à partir vers le nord. Je dirais environ 25 km/h, parce qu'on l'a suivie. On a pris la voiture et on l'a suivie sur 3 km le long du lac. Synge a même croisé d'autres témoins. Il y avait des ouvriers près du pont de Fort Augustus, on leur a montré, et ils ont regardé comme si c'était tout à fait normal. Ils ont dit « Oh, c'est le monstre ». Un fait ordinaire, quoi. Chacun y va de sa théorie sur le monstre du Loch Ness. Mais la majorité des descriptions ont un air de famille. Peut-être à cause des photographies du chirurgien. Le long cou, la tête de serpent, les bosses et la peau d'éléphant reviennent sans cesse. Le monstre est devenu la coqueluche du public comme des médias. De temps en temps, le monstre apparaît aussi sur la terre ferme. Nous sommes en juillet 1933, en plein après-midi, et il fait très chaud. Les Spicers, un couple de Londoniens, roulent tranquillement sur l'ancienne route militaire. Soudain, à environ 4,50 m devant eux, ils voient une bête mesurant une dizaine de mètres émerger de derrière les buissons et leur barrer la route un instant. Monsieur Spicer déclare après l'incident qu'il s'agissait d'une vision répugnante. La Deuxième Guerre mondiale fait passer Nessie au second plan, même si un certain nombre d'observateurs aériens de l'armée disent avoir vu quelque chose. Le dictateur italien Mussolini se vante même d'avoir fait tuer le monstre par ses bombardiers. Mais cette forme de propagande originale ne réussit pas à entamer le moral des Britanniques. Dans les années 50, une avalanche de témoignages et de photographies relance l'intérêt du public pour le secret du Loch Ness. Le château d'Urquhart devient célèbre en juillet 1955 quand Peter McNab, un banquier de l'Ayrshire, photographie une forme ressemblant à une énorme créature noire nageant à la surface. En 1958, la BBC organise une chasse aux monstres au même endroit. Grâce à la BBC et aux gros steamers ancrés dans la baie d'Urquhart, qui semble être un des repères favoris du monstre, la science moderne s'intéresse au mystère du Loch Ness. Un sondeur à ultrasons explore les eaux au-dessous du steamer. Sur le pont, Raymond Baxter, un présentateur volubile, se retrouve à la tête d'une armée d'hommes-grenouilles et de toute une batterie de projecteurs et d'appareils photo sous-marins. Malheureusement, Nessie se refuse à venir jouer avec les hommes grenouilles de la BBC. Un habitant du coin, Lacan Stewart, a plus de chance. Il réussit à photographier le monstre. Je me suis levé comme d'habitude ce matin-là et en allant à la fenêtre, j'ai vu ce que j'ai d'abord pris pour un bateau qui s'éloignait du château d'Urquhart. traveling in the direction of Dover from Urquhart Castle. 'Urquhart. 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 '
Quelques secondes après, j'ai vu quelque chose d'autre apparaître juste derrière. C'est là que je me suis dit que ça devait être le monstre. Vous y croyez? Non, j'ai attrapé l'appareil photo sur le buffet et j'ai appelé un ami qui était chez moi pour lui montrer le monstre. Le monstre avait déjà traversé le lac et il se dirigeait de mon côté. J'avais juste les 3 bosses dans mon viseur, alors j'ai pris la photo. D'ailleurs, c'était pas loin d'ici, juste de l'autre côté du lac. Je pense qu'il m'a vu car il est parti à toute allure et il a plongé. La BBC n'a pas réussi à trouver le monstre, mais le sondeur installé sur le bateau a recueilli un signal inhabituel. Devant la nouvelle caméra de la BBC, Baxter décrit comment le sondeur, conçu pour aider les chalutiers à localiser les bancs de poissons, peut aussi repérer des petits objets isolés. Cela tombe très bien. Trop bien peut-être. Un signal particulièrement net a été enregistré juste au moment où le bateau faisait ses manœuvres de mouillage. Quand le technicien responsable de l'appareil doit l'identifier, il est incapable de le définir précisément. Le signal a été capté au moment où le bateau quittait les grands fonds du lac, sur une plateforme peu profonde. Le signal est beaucoup plus important que ce qu'on a pour les poissons du coin d'habitude. Je ne saurais pas trop dire ce que c'est. L'objet signalé était en train de s'enfoncer au moment où le bateau s'approchait. Selon une hypothèse scientifique, il pourrait s'agir de plésiosaures, une espèce de dinosaure marin disparu il y a 65 millions d'années. Mais certains d'entre eux auraient-ils vraiment pu survivre et s'installer dans le lac à la fin de l'ère glaciaire? On a cru que les sélacantes avaient disparu il y a 70 millions d'années, jusqu'à ce que l'on en pêche plusieurs dans les années 30. Alors, pourquoi pas des plésiosaures dans le Loch Ness? Mais rien n'indique qu'il ait vraiment été relié à la mer, et même s'il l'avait été, comment un reptile marin tropical aurait-il pu s'adapter aux conditions de vie dans le lac? Et comment les poissons du lac pourraient-ils continuer à se reproduire avec une vingtaine de prédateurs affamés sortis tout droit du Jurassique? Dans les années 60, c'est au tour du bureau d'investigation du Loch Ness d'essayer de résoudre le mystère. Des bateaux équipés de sonars sillonnent le lac, des autogyres vrombissent dans le ciel, des sous-marins explorent les fonds aquatiques. Tim Dinsdale est un chasseur de monstres à plein temps, venu sur place pour trouver Nessie. En avril 1960, il fait sensation en filmant ce qu'il pense être le monstre, une forme qui semble nager de l'autre côté du lac en laissant un sillage en zigzag. Dinsdale est convaincu que seule une partie de la créature apparaît sur son film, le reste étant immergé. S'il s'agit effectivement d'un animal comme le plésiosaure, sa description dépend de l'emplacement du témoin et de la position de l'animal dans l'eau. Tim Dinsdale a vu une forme qui ressemblait à un bateau retourné qui s'éloignait de lui, en direction de la rive nord du lac. D'autres témoins ont vu le monstre différemment, selon qu'il était au-dessus de la surface ou juste en dessous. Si l'on rassemble les centaines de témoignages visuels sur Nessie, la majorité d'entre eux décrivent un animal proche du plésiosaure et vont donc dans le sens des chasseurs. Robert Rines, président de l'Académie américaine des sciences appliquées, s'est lui aussi intéressé aux monstres. Au début des années 70, Rines a décidé d'aller photographier Nessie sous l'eau. Comme la BBC, il choisit la baie d'Urquhart. En 1972, il fait appareiller 2 bateaux, équipés d'un système avec des appareils photo stroboscopiques reliés à un sonar. Le sonar doit signaler la présence du monstre et déclencher l'appareil photo dont le flash illuminera Nessie. Voici le résultat enregistré par le sonar et les appareils photo sous-marins.
En l'agrandissant à l'ordinateur, on obtient cette image. Est-ce une des pattes palmées du monstre du Loch Ness? Des spécialistes estiment qu'elle fait environ 2 mètres. 3 ans plus tard, Rhines réussit à prendre 2 autres photographies du monstre. La première montre une tête qui rappelle une gargouille. Sur la deuxième, on voit ce qui pourrait être le haut du corps de l'animal, son cou et sa tête. Mais que l'on soit sous l'eau ou au-dessus, l'appareil photo peut tricher et nos yeux nous trahir. À une certaine distance et dans certaines conditions, un morceau de bois, un tronc, un cheval mort ou un cerf en train de nager peuvent se métamorphoser en monstre. Il pourrait aussi s'agir d'une loutre remontant à la surface. Était-ce une loutre que les Spicers ont vue sur la route au cours de l'été 1933? La brume de chaleur qui s'élevait du goudron a pu altérer la taille et la forme de l'animal. Le naturaliste Peter Scott a démontré combien il était facile de créer l'illusion d'une créature étrange se déplaçant dans l'eau. De Nessie à un homme grenouille, il n'y a qu'un pas. À 1 ou 2 kilomètres de distance, un petit bateau à moteur qui va d'une baie à l'autre laisse derrière lui un sillage qui pourrait être celui d'un monstre. Par beau temps, le sillage d'un bateau est constitué de petites crêtes en biais par rapport à la trajectoire. On pourrait les confondre avec une série de bosses qui se déplaceraient au-dessus de la surface. Le sillage d'un steamer peut berner un observateur peu attentif. Les sceptiques font remarquer que de nombreux témoignages plus ou moins récents pourraient s'expliquer de la sorte. Certains phénomènes naturels pourraient être à l'origine des plus célèbres clichés de Nessie. Il a été suggéré que la photo prise par Hugh Gray, la toute première, était en fait celle d'un labrador s'ébattant dans l'eau. La photographie de McNabb serait tout simplement le sillage d'un bateau qui serait passé juste avant qu'il n'appuie sur le déclencheur. D'autres images du monstre sentent la supercherie. Dans les années 70, Frank Searle, un épicier de Londres, devenu chasseur de monstres, affirme avoir pris des photos du monstre à 8 reprises. Mais ces clichés, parmi les plus nets jamais montrés, ne seraient-ils pas de simples montages de dinosaures sur un quelconque fond aquatique? Reste le chirurgien. Robert Kenneth Wilson a toujours soutenu qu'il ne croyait pas à l'existence de Nessie. En 1994, ses célèbres photographies se révèlent être un coup monté. Christopher Sperling, un ami de Wilson, qui l'a aidé à monter la supercherie, affirme à la presse que Nessie a été modelée dans du mastic et placée sur un petit sous-marin mécanique. Apparemment, Wilson a été surpris par un garde-pêche après avoir pris des photographies. La preuve a été sabordée et gît aujourd'hui quelque part au fond du lac, sous à peine 1 mètre d'eau. Par ailleurs, Christopher Sperling était aussi en rapport avec le chasseur Montague Weatherall. Les films ont eux aussi posé plus de questions qu'ils n'en ont résolu. Celui de Tim Dinsdale a été analysé par une équipe de reconnaissance de la Royal Air Force qui l'a décrit comme un objet animé. D'autres y voient un petit bateau à moteur appartenant à un fermier de la région. En 1987 a lieu l'opération Deep Scan, exploration des profondeurs, un balayage au sonar du Loch Ness avec 2 objectifs. Faire sortir Nessie de sa tanière et recueillir des informations sur l'environnement écologique unique du lac. L'armada de yachts de Deep Scan couvre environ 80% du lac, sondant ses fonds escarpés. Le directeur de l'opération, Adrian Shine, un spécialiste du Loch Ness, se montre plutôt sceptique. On s'attendait tout de même pas à remonter un reptile du Jurassique. Un gros poisson peut-être. Et ça aurait été suffisant pour moi. Les sonars de Deep Scan captent des signaux provenant d'objets de grande taille, mais ils ne réussissent pas à apporter de preuves définitives de l'existence de Nessie.
revanche, l'une des découvertes de l'opération remet sérieusement en cause les photographies prises par Robert Rhines dans la baie d'Urquhart en 1975. Une caméra sous-marine a été descendue au même endroit. L'eau n'était pas aussi profonde que Rhines l'avait affirmé. Et il y avait bien là quelque chose en dessous, au milieu des anguilles qui glissaient dans l'eau. Voici la photographie de la soi-disant tête en forme de gargouille du monstre. Et là, exactement au même endroit, se trouve une souche d'arbre en train de pourrir qui ressemble fâcheusement à la tête en question. Mais il n'empêche, des témoins continuent de se manifester. En 1994, un couple de Canadiens filme au caméscope d'étranges remous à la surface du lac. C'est quoi ce truc? Mets le zoom. C'est au maximum. John? Non. John? Regarde à quelle vitesse elle se déplace. Les jeux d'ombre et de lumière sur le lac sont toujours aussi envoûtants. Mais séduit par la magie du lieu, on peut aisément imaginer une créature mystérieuse nageant juste en dessous de la surface. Le Loch Ness ne nous a pas encore révélé tous ses secrets. Et les chasseurs espèrent toujours attraper le monstre. Des recherches sur une grande échelle et les sonars les plus modernes ont été incapables de fournir une preuve concrète de son existence. Une telle découverte aurait constitué un des événements scientifiques majeurs de ce siècle. Est-il possible que des témoins apparemment dignes de foi, comme Richard Synge, alors futur prix Nobel, Peter McNab et Lacan Stewart, aient vu un monstre d'une autre époque? Et que penser du film tourné par Tim Dinsdale en 1960? Sommes-nous simplement manipulés par d'habiles farceurs comme Robert Kenneth Wilson? La théorie du plésiosaure est loin d'être satisfaisante. Mais de quel autre animal pourrait-il s'agir? En 1932, une certaine Miss MacDonald affirme avoir vu une créature ressemblant à un crocodile avec une petite tête qui remontait la Ness, une rivière peu profonde, jusqu'au lac. Sa description évoque un esturgeon de la mer Baltique, un poisson migrateur qui peut atteindre une taille étonnante. Les premières légendes du Loch Ness font d'ailleurs référence à un poisson étrange. Après tout, peut-être y a-t-il vraiment une énorme créature d'un autre temps qui nage silencieusement dans les eaux sombres du Loch Ness.